Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire au sujet de la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Je m'appelle Valérie Boiten, je fais partie de la Fondation Ellen MacArthur et nous faisons partie de ce consortium qui s'appelle le GAP for EPR, Global Action Partnership for EPR, ou en français, parce qu'aujourd'hui, ce webinaire va se dérouler en français, Partenariat d'action mondiale pour la REP. Angelina, si tu pourrais juste mettre le slide suivant, s'il te plaît. C'est pas visible le deuxième Oui, slide? Ah, je crois que je peux le faire moi-même. OK, parfait. Donc, bienvenue à vous tous. Juste quelques consignes pour aujourd'hui pour que ça se déroule d'une façon bien organisée. On vous demande de vous mettre à tout moment en sourdine, juste pour éviter des interférences de son. Si vous voulez, vous pouvez à tout moment poser des questions via le chat. Vous pouvez taper vos questions là. Et on va aussi organiser une partie questions-réponses où vous pouvez poser votre question en live. Cet événement est en cours d'enregistrement, juste afin que vous sachiez. Et vous pouvez aussi, encore une fois, si vous avez des questions, utiliser la fonction de lever de main. Comme ça, moi, je peux voir que vous avez une question. Je peux vous donner la parole. Voilà, si je peux faire ça moi-même. Voilà, oui. L'ordre du jour, donc c'est l'agenda de ce webinaire aujourd'hui. On va commencer bien évidemment avec une introduction. Qu'est-ce que la REP? Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Quels sont les faits de base? Quels sont les principes clés? Après, comment est-ce qu'on peut faire réussir la REP? Quels sont les facteurs de réussite? Quelles sont les meilleures pratiques? Et finalement, on va avoir le temps de discuter ici avec vous d'entendre votre avis aussi, de partager notre expérience, notre avis, etc., sur la REP et sur les facteurs clés, encore une fois, pour sa réussite. On a une situation assez unique aujourd'hui dans le sens où personne d'entre nous n'est francophone de langue maternelle. Moi, je suis néerlandophone. Nous avons 3 experts ici aujourd'hui réunis qui ont pour langue maternelle l'allemand. Donc, chacun de nous a quelques difficultés avec la langue française, mais on va faire de notre mieux aujourd'hui afin de répondre à vos questions. Mais donc, on vous demande aussi un peu de patience, un peu de clémence. Des fois, on va peut-être avoir du mal à trouver le mot exact ou le terme exact. Donc voilà, soyez patients avec nous puisqu'on n'est pas francophone, on n'a pas l'habitude en fait de travailler en français et certainement pas sur le sujet REP. Nous avons 3 experts formidables avec nous aujourd'hui, commençant avec Peter Burke de l'OCDE. Peter, il est le responsable économie circulaire à la direction de l'environnement de l'OCDE à Paris. Cela fait 15 ans qu'il travaille sur la REP. Il a été à l'initiative de nombreuses initiatives, de la mise à jour, entre autres, des lignes directrices de l'OCDE pour la REP, et il est aussi co-auteur de nombreuses publications. Nous avons aussi avec nous Tobias et Andreas. Les deux travaillent au sein de l'Institut EUCO en Allemagne. Tobias Sauter est économiste de l'environnement. Il est chercheur principal au sein du département produits, flux des matières de l'EUCO Institute. Et cela fait 12 ans qu'il travaille sur les sujets de l'économie circulaire, de la gestion des déchets, entre autres pour le gouvernement allemand, l'Office fédéral allemand de l'environnement. Puis, dernièrement, nous aurons aussi Andreas parmi nous. Nous allons pouvoir compter sur son expertise. Il est chercheur principal au sein de la division produits durables, flux des matières de l'EUCO Institute. Il se consacre à l'efficacité des ressources, à l'économie circulaire, la gestion des déchets, le recyclage, etc. Et au cours de sa longue carrière, pendant plus de 15 ans, il a travaillé sur de nombreux sujets, entre autres l'éco-conception, la collecte et le recyclage des types de déchets dangereux et non dangereux aussi, et aussi bien évidemment la législation, la réglementation qui devrait stimuler la transition vers une économie circulaire. Nous allons commencer avec Peter aujourd'hui. Donc voilà, Peter, je vous donne la parole. Merci Valérie pour cette introduction. Euh, Juste une petite question avant que je commence.
Angelina, tu pourras cliquer les slides. Can you click the slides for me? Oui, bien sûr, si vous voulez. OK, Oui. great. Merci. Bonjour à tous. Merci encore pour cette introduction, Valérie. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous partager un certain nombre d'éléments sur la REP ce matin. Ce que je vais présenter est basé sur une récente publication que nous avons développée avec nos partenaires du Gap for EPR, ou Partenariat mondial pour la REP en français. Mais d'abord, j'aimerais dire quelques mots sur ce qu'est le Partenariat mondial pour la REP, dans lequel nous nous sommes réunis avec le WWF, le PNU, le programme des Nations Unies pour l'environnement, la Prevent Waste Alliance, dans le cadre duquel nous bénéficions aussi de l'appui de la Fondation Ellen MacArthur. Euh, L'objectif principal vraiment de ce partenariat est de promouvoir les bonnes pratiques dans l'utilisation de la REP. Alors, si je peux avoir la slide suivante, s'il te plaît, Angelina. Donc, pour ce faire, dans le cadre du Gap for IPR, nous mettons en œuvre 4 axes de travail. Premièrement, une communauté d'experts et de praticiens que nous animons à travers des webinaires et autres événements, donc comme aujourd'hui. D'ailleurs, ceci est le premier webinaire en français dans une déjà longue série en réalité. Nous avons aussi une bibliothèque de publications qui sont disponibles sur notre site web et qui est régulièrement mise à jour et qui permet réellement de trouver toutes sortes d'informations et de recommandations sur les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la REP. Nous fournissons également un soutien technique coordonné et sur mesure à travers notre helpdesk qui peut être sollicité par les partenaires, par les parties prenantes de la REP, c'est-à-dire qui est ouvert aussi bien aux parties prenantes publiques, du secteur public ou privé à travers de notre site web, hein, qui peut être sollicité à travers notre site web, et pour lequel nous mobilisons notre pool d'experts à travers le monde. Donc nous avons un pool d'experts que nous avons identifié et qui est assez important et qui réunit vraiment des experts à travers le monde. Euh, et d'ailleurs, les contacts pour donc vous contacter sont disponibles en bas de cette slide. Alors, si je peux avoir le slide suivant. Donc, dans ce cadre de nos travaux, nous avons publié un document sur les notions de base et les principes clés de la REP, qui a constitué une contribution aux négociations du traité mondial sur les pollutions plastiques. Euh, Slide suivante, s'il te plaît. Tout d'abord, pourquoi nous intéressons-nous à ce sujet? Donc, la REP a connu un développement assez fulgurant durant ces dernières années, aussi bien au niveau de son utilisation sectorielle que dans son utilisation géographique. Au départ, la REP était essentiellement cantonnée aux emballages, mais aujourd'hui, elle est utilisée massivement pour les déchets électriques et électroniques, les piles, les véhicules hors d'usage, les pneus, et les domaines d'application de la REP ne cessent de s'étendre, avec notamment les textiles, les jouets, les matériaux de construction qui commencent à être adressés à travers la REP dans un nombre croissant de pays. Ce que l'on voit sur cette slide, c'est l'évolution géographique de la REP emballage, qui était encore très largement cantonnée à l'Europe autour des années 2000, et qui trouve aujourd'hui une application à travers tous les continents, bien qu'à des stades de développement divers selon les pays et les couleurs en fait
sur ce slide représente en fait différents stades de développement de la REP. Il est clair que la mise en œuvre de la REP est généralement, et certainement de la REP emballage, est certainement plus avancée dans les pays membres de l'OCDE, les pays industrialisés, et qu'elle se trouve à des stades plus précoces de mise en œuvre dans le reste du monde. Donc, face à cette situation, il devient urgent de partager les bonnes pratiques dans ce domaine. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers nos travaux dans le Gap for EPR. Et en particulier, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le papier dont je vais vous parler aujourd'hui. Slide suivante. Ce que nous avons essayé de faire dans ce document, c'est de rendre compte du consensus sur les notions de base et une sélection de principes pour leur mise en œuvre réussie. Ce n'est pas un document qui préconise l'utilisation de la REP, car il y a d'autres moyens de politique pour arriver aux mêmes fins. Ce n'est pas non plus un document qui propose du texte pour le traité mondial sur la pollution plastique. Donc, soyons bien clairs là-dessus. Ce que fait ce document, c'est réellement distiller les principaux enseignements qui sont disponibles dans la littérature actuellement et qui sont disponibles de sources, je dirais, qui ont fait un effort de coordination et de débat avec des experts internationaux et des gouvernements. Donc, ce sont des documents de l'OCDE, ce sont des documents des Nations Unies, ce sont des documents de la coopération allemande, notamment. Voilà, slide suivante. Alors, je vais commencer à rapidement vous partager un certain nombre de questions qui sont fréquemment posées et auxquelles nous essayons d'apporter une réponse à travers le document. Premièrement, qu'est la REP? Alors, la REP est une approche de politique environnementale qui confère aux producteurs la responsabilité de leurs produits tout au long du cycle de vie de ces derniers, et en particulier au stade en aval de la consommation, c'est-à-dire que les producteurs ont généralement la responsabilité pour la collecte sélective des produits en fin de vie et du recyclage des matières, et qu'ils en supportent le coût. Ça, c'est très important. Donc, le coût de fin de vie, de traitement des produits en fin de vie, est supporté par la REP et par les producteurs. Slide suivante. Alors, dans les pays où la REP est arrivée à maturité, elle a démontré qu'elle pouvait améliorer la transparence à travers les données publiques qu'elle génère, transférer les coûts de collecte sélective et du recyclage des collectivités locales vers les producteurs et, dans bien des cas, au final, les consommateurs en réalité, et augmenter de façon notable la collecte et les taux de récupération des matières. Donc, on a un bilan, si vous voulez, de la mise en œuvre de la REP, là où elle est arrivée à maturité, qui est globalement quand même assez positive. Slide suivante. Alors, la REP est-elle juste une taxe? C'est une question qui nous est posée très fréquemment, et la réponse est non. Ce n'est pas une taxe, car les éco-contributions prélevées par les éco-organismes auprès des producteurs ne constituent pas des recettes fiscales, donc ce n'est pas l'État qui collecte ces éco-contributions, mais ce sont des éco-contributions qui sont collectées par un organisme privé, habituellement, un éco-organisme, et qui sont utilisés pour rémunérer une prestation de service. Donc clairement, ce n'est pas une taxe. Ça s'apparente plutôt à une redevance. Slide suivante. Les producteurs peuvent-ils gérer la REP eux-mêmes, c'est-à-dire tout seuls? Eh bien, là aussi, la réponse est non. Vraiment, la REP requiert une implication très forte de l'État. Pour être efficace, il faut une intervention forte de l'État qui doit rendre la REP obligatoire à travers l'élaboration d'une politique REP qui définit clairement qui
est sujet à la REP, quelles sont les obligations et les cibles, ainsi que d'en assurer la mise en œuvre efficace à travers des sanctions, des incitations, des services en charge. Slide suivante. Alors voilà donc, pour les questions un petit peu fréquemment posées. Ensuite, ce que fait le document, c'est qu'il apporte une sélection de principes clés pour une mise en œuvre réussie de la REP et sur lesquels il y a un large consensus au niveau international. Pour cela, nous avons publié dans les documents de l'OCDE, nous avions puisé, pardon, dans les documents de l'OCDE, des agences de l'ONU, de l'Union européenne, du WWF et de la Prevent Waste Alliance. Euh, nous couvrons là un certain nombre de sujets. Ce n'est pas exhaustif, mais ce sont quelques principes clés donc, qui sont réellement centraux et importants dans la mise en œuvre de la REP et qui se sont dégagés euh, sur les 20 à 30 dernières années dans l'expérience de la mise en œuvre de la REP. Donc, on y compte la question de la définition des responsabilités, la consultation des parties prenantes. Je ne vais pas aller dans le détail de chacune de chacun de ces principes. La transparence, les capacités dont doivent disposer les pouvoirs publics afin d'encadrer la REP, la fixation des cibles, la concurrence loyale, le rôle du secteur informel, qui est une question importante, en particulier dans les pays émergents. Slide suivante. Voilà, donc j'arrive à ma dernière slide. Donc, la REP est une approche prometteuse pour résoudre les problèmes mondiaux de déchets, mais la complexité de ces questions signifie qu'il y a de nombreux défis à surmonter lors de leur mise en œuvre. Et ceux qui se sont attelés à la tâche pourront sans doute le confirmer. Dans les économies avancées, les défis consistent dans l'amélioration de leur efficacité au niveau des résultats et des coûts, de renforcer leur impact en amont de la chaîne de valeur, comme par exemple sur la conception des produits, la prévention des déchets, à travers la réutilisation et la réparation, par exemple. Donc, on est plutôt sur un agenda d'optimisation et d'amélioration des politiques existantes dans les économies avancées. Dans les économies émergentes et les pays en développement, il y a des défis particuliers, comme par exemple la présence d'un secteur informel de taille importante, de lacunes parfois importantes aussi au niveau de la gestion municipale des déchets, et plus généralement une absence de modèle à succès en raison d'une moindre expérience, tout simplement. La mise en œuvre de la REP dans les pays en développement a commencé plus récemment et on ne dispose donc pas de la même assise conceptuelle et d'informations empiriques sur les bonnes pratiques. Donc, il y a un agenda, il y a un agenda de bonnes pratiques qui reste très largement à élaborer. Et au niveau international, il est nécessaire d'améliorer la coopération et la coordination sur ces sujets, y compris en réunissant les ressources qui sont aujourd'hui fragmentées à travers le monde. Et c'est ce à quoi, avec le Gap for EPR, nous nous attelons. Et nous tentons donc d'apporter une réponse à ces défis. Voilà pour mon introduction. Je vais maintenant repasser le micro à Valérie. Voilà. Super, merci mille fois Peter pour cette excellente introduction. Nous allons répondre à deux, trois questions qui ont été transmises via le chat, mais encore une fois, on va vraiment prendre le temps pour toutes vos questions, y compris vos questions posées en live après, donc vers la fin de la session. On va prendre juste quelques questions assez compliquées, je dirais, qui ont été posées par Madame Deyuba Ouedraogo. Je ne sais pas si tu as pu voir, Peter, dans le chat. Donc, comment les coûts sont transférés aux consommateurs si l'éco-contribution est payée par le producteur? C'est la première question. Puis, deuxièmement, comment s'assurer que
potentiellement trop forte implication de l'État ne finisse pas par compromettre le succès de la REP ou même augmenter les coûts des produits? Je ne sais pas si tu as une réponse à ces questions très intéressantes. Effectivement, ce sont des questions difficiles. Je vais essayer d'y répondre de façon simple. Et donc, forcément, enfin, je pourrais pas rentrer dans la complexité de chacune de ces questions. Je pense que la première question, il y a une réponse vraiment assez simple, c'est-à-dire que effectivement, le coût de mise en œuvre de la REP, donc au final de la collecte et des déchets, collecte séparée des déchets et leur recyclage, hein, est supporté par les producteurs dans la REP. Néanmoins, les producteurs, s'ils subissent une augmentation de leurs coûts, ben, ils vont transmettre ce coût au prix des produits qu'ils mettent sur le marché. Et donc, au final, c'est le consommateur, effectivement, qui va en supporter au moins une partie. Parfois, les producteurs absorbent une partie de ces coûts pour pas augmenter de façon trop importante le coût de leurs produits, mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà donc ce que j'essayais de dire. Sur la question du rôle de l'État dans la REP, je pense que ce à quoi fait allusion cette question, c'est que dans certains cas, on a vu l'État jouer un rôle beaucoup plus central dans la mise en œuvre de la REP, c'est-à-dire il y a un modèle de REP où ce sont les pouvoirs publics qui font fonction d'éco-organismes, c'est-à-dire qui collectent les éco-contributions auprès des producteurs et qui les redistribuent ensuite aux municipalités pour la collecte des déchets et aux recycleurs pour leur traitement et leur recyclage. Euh, Ce n'est pas un modèle dont on pense qu'il est nécessairement supérieur à un modèle de mise en œuvre où ce sont les producteurs qui s'organisent dans des éco-organismes et qui les contrôlent très largement. Ceci dit, dans certains cas, ça peut être une première étape dans la mise en œuvre de la REP avant de la privatiser, entre guillemets. On a vu des approches de ce type, notamment en Chine, sur les D3E. Euh, mais dans notre expérience et de notre point de vue, et là je parle pour le CDE, ce n'est pas souhaitable que l'État joue ce rôle-là, puisque ça tend à politiser en fait les flux financiers qui en résultent, et ce n'est pas bon pour la prévisibilité, on va dire, des flux financiers et donc l'investissement que ces flux financiers peuvent générer. Voilà. D'accord, Voilà pour mes merci réponses. beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et je vois aussi que Piotr Barsak a répondu également à la question. Donc, je vous invite à lire sa réponse. Mais pour l'instant, je vous propose qu'on va quitter Paris, on va passer en Allemagne avec nos deux experts allemands qui sont en ligne, Tobias et Andreas. Ce sera Tobias qui va faire la présentation, mais Andreas, il est là aussi afin de partager son expérience. Donc voilà, Tobias, si tu es prêt, à toi Oui, la parole. merci Valérie. Merci Valérie. Et aussi merci Peter pour cette introduction excellente. Euh, un très très bonne bienvenue aussi de notre part. Euh, comme vous avez entendu, je m'appelle Tobias Sauter et je travaille pour le Öko-Institut en Allemagne. Et puis je vais aussi prendre la contrôle pour que je puisse mieux présenter. Et j'espère que ça va aller comme ça. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Super. Oui, ça Alors, marche. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que je vais parler maintenant? Je vais commencer avec les faits essentiels, un peu ce que aussi Peter a déjà introduit, mais un peu plus profond. Qu'est-ce que c'est la responsabilité élargie des producteurs? Et on va parler de REP seulement
Et puis, qu'est-ce que sont les produits ou matériaux couverts? Quels sont les impacts? Quelles sont les différences entre le REP obligatoire ou volontaire? Et puis finalement, du premier part, à quel niveau de gouvernance la REP intervient-elle? Ça va être le premier bloc, le premier pas, la première partie. Et puis, on va deuxièmement continuer avec des principes et des considérations pour la politique et la gouvernance. Et à la fin, on va finir avec une conclusion. Comme Peter a déjà dit, qu'est-ce que c'est la REP? Je pense que c'est la même définition, mais je vais le répéter encore une fois. C'est une approche politique qui rend les producteurs responsables de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, y compris au stade de la post-consommation. C'est-à-dire, qui est responsable pour les déchets? Dans ce principe, c'est beaucoup aussi les producteurs qui ont mis les produits sur les marchés. Voilà, ça c'est pas un cycle, mais dans votre imagination, ça peut être un cycle. On a plusieurs stages d'un cycle de vie, la production, et c'est ça où on a plutôt responsabilité du producteur traditionnel, c'est-à-dire la production écologique, fonctionnalité, sécurité des produits. C'est un peu pour mieux comprendre où est-ce que la responsabilité du producteur vient au début. Mais comme vous voyez, dans la définition, c'est vraiment important de regarder, de concentrer au long du cycle de vie, c'est-à-dire aussi la fin de vie est compris, c'est-à-dire la responsabilité entendue du producteur. Ça aussi, c'est aussi, comme j'avais dit avant, aussi la gestion correcte de la fin de vie est, est compris. Euh, Qu'est-ce que c'est la responsabilité? Deuxièmement, on voit dans plusieurs pays deux modèles principaux. On a un modèle numéro un avec des systèmes organisés par les pouvoirs publics. On voit, par exemple, on voit ça au Ghana, par exemple. On a un éco-vrai. Et là, on a des producteurs et importateurs. On va parler de ça. Parce que c'est pas seulement les producteurs. Si on a un framework, si on a la législation d'un pays, c'est vraiment important de focaliser sur les importateurs aussi. Là, modèle numéro un, c'est-à-dire on a une législation entre les producteurs et le gouvernement, et puis avec cet argent, le gouvernement va organiser la collecte, le recyclage et tout ça. Modèle numéro 2 euh, est plutôt un REP opérationnel avec des systèmes organisés par les producteurs mêmes. Et c'est ça qui est souvent considéré comme les vrais systèmes de REP et faisant l'objet de la présentation d'aujourd'hui. On ne va pas parler des modèles numéro 1 aujourd'hui, mais plutôt on va parler du modèle numéro 2. C'est quoi le modèle numéro 2? On a une législation, par exemple, on a par exemple un cible, un objectif de collecte du gouvernement qui dit 10%, 20%, 30% doivent être collectés et recyclés euh, aux producteurs et importateurs. Et c'est dans ce modèle numéro 2, c'est les producteurs et importateurs qui font la collecte, qui font le recyclage. C'est ça la différence entre modèle numéro 1 et numéro 2. Toujours, on a aussi deux alternatives. On a des systèmes obligatoires. Ouais, c'est-à-dire il n'y a pas de choix. Les producteurs doivent collecter ou organiser la collecte, etc.
ou aussi on voit dans beaucoup de pays des systèmes volontaires et on va parler de ça dans quelques minutes. Généralement, les producteurs satisfont à leurs obligations en matière de REP par un intermédiaire. C'est quoi un intermédiaire? Ici, vous voyez, on a un producteur ou importateur numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ils s'organisent dans une organisation de la responsabilité des producteurs. On va parler de ORP. C'est toujours un peu marrant parce qu'en anglais, c'est toujours PRO et en français, c'est ORP, hein, l'autre. Voilà, et c'est cette organisation qui organise la conformité à la REP, collecte, recyclage pour le compte des producteurs. C'est pas beaucoup de fois, c'est pas les producteurs ou importateurs même, mais c'est cette organisation ORP. Et puis, c'est cette organisation ORP qui a oui, qui travaille avec les opérateurs de gestion des déchets à la fin. C'est quoi ou quels produits ou quels matériaux sont couverts par les systèmes de REP? Couverture commune de la REP, on voit beaucoup que c'est focalisé sur un emballage, les 3 E, comme Peter a dit, équipement électrique et électronique, les piles ou batteries, véhicules et même aussi des pneus. Mais développement récent qu'on qu'on observe à ce moment, on a aussi des systèmes qui, qui, qui sont nouveaux, d'équipements de pêche, aussi des cigarettes, des matelas, meubles ou textiles. Quels sont les produits matériaux aussi? Quelques notes qui sont importantes de notre point de vue. La REP devrait être basée sur les fonctions du produit et pas sur les matériaux. C'est vraiment important de notre point de vue, on va voir ça après, que c'est que quand on va commencer avec un système de REP, de REP, il faut bien aussi focaliser sur les fonctions et pas seulement sur les matériaux. On va voir ça. Et l'accent mis sur les matériaux augmente le risque de substitution involontaire, excusez-moi, de matériaux. Par exemple, le métal et de verre à usage unique au lieu du plastique. On voit ça beaucoup, hein, que on a une bonne idée, on a un bon système, et à la fin, on voit des substitutions, euh, euh, un peu la réaction des marchés, et il faut bien penser à ça. Les systèmes de REP sont généralement performants dans les domaines suivants. Amélioration de collecte sélective des déchets concernés, c'est-à-dire si on se concentre sur des déchets concernés sélectifs, amélioration du recyclage et de la gestion de la fin de vie de ces types de déchets, augmentation de la récupération des matériaux, ouais, ça va, ça marche, et aussi transfert de la responsabilité des coûts de la gestion des déchets des municipalités et des consommateurs vers les producteurs. L'espoir, quand même, qui sont souvent associés à la REP ne sont concrètement pas toujours. Et c'est quoi? Meilleure conception des produits et des emballages. C'est beaucoup de fois plutôt ça ne réalise pas ou des réductions de volume de déchets. Ouais. Certains systèmes REP, c'est ça qui est très très important de notre point de vue, ont lancé des tentatives de réforme afin de stimuler de meilleurs projets, principalement par la modulation de frais REP. Peut-être si on a le temps, plus tard, on va parler aussi de ça, mais toujours les systèmes de REP ont des limites. C'est ça qui est très très important de dire. Ils ont des limites et d'autres politiques telles que des normes minimales pour les produits, oui. Des objectifs en matière de contenu recyclé
peuvent être envisagés parallèlement. Voilà, c'est ça on veut aussi vraiment dire très clairement. Le REP, c'est pas le silver bullet, c'est pas la, la solution pour tous. Dans certaines juridictions, législations, des groupes de producteurs ont mis en place des systèmes de REP volontaires. Vous voyez. Comme on a vu la, euh, la carte, ça c'est la carte, le map. Voilà, de Peter, au début, vous souvenez, là, on a vu que dans certains pays, on a des systèmes différents. Ces systèmes volontaires peuvent être utilisés pour piloter le REP. On a même euh, par- participé de ces projets nous-mêmes au Nigeria, par exemple. Et pour ça, des systèmes volontaires sont très, très utiles. Cependant, la plupart des systèmes volontaires présentent des inconvénients. Et, ce sont lesquels ils ne couvrent qu'une partie du marché et de nombreux producteurs n'y participent n'y participent pas. Cela entraîne des désavantages pour les acteurs participants. Ouais, c'est ça. En anglais, on dit free riding, c'est-à-dire ça, c'est vraiment un problème quand c'est volontiers, parce que c'est volontiers, hein. On n'est pas forcé, on peut participer ou pas. Ils ont aucune obligation légale d'atteindre certains objectifs ou d'agir comme un système permanent. Par conséquent, les systèmes ne peuvent pas être performants ou être progressivement abandonnés lorsque les acteurs participants le décident. Et c'est ça le problème, on n'a pas des économies d'échelle. On n'a pas de... On a, euh, ils sont vraiment beaucoup seulement sur le papier. Les systèmes volontaires sont souvent peu transparents parce que si c'est volontaire, on n'a pas des règles pour rapporter les résultats, etc. Et ne publie pas des données pour volume mis sur le marché, les déchets collectés et recyclés par leur système. Et finalement, avec cette feuille, souvent ces systèmes se concentrent principalement sur les sous-types rentables. Ah, c'est-à-dire, si on pense des 3 œufs, peut-être tout ce qui est en valeur, hein, certainement pas les plastiques, mais peut-être tout ce qui est printed circuit board, je ne peux pas trouver le mot en français, qui ont un valeur et accorde moins d'attention aux plus difficiles, aux types plus difficiles. C'est-à-dire, c'est, 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 euh, c'est- comment on dit, c'est, euh, quand, voilà. C'est pas Sinon, tu grave. le dis en anglais, Tobias. Oui, the components that do not have a value, les composants qui n'ont pas de valeur, Hmm. sont pas Qui dans n'ont les pas de valeur systèmes. sur le marché, en fait. Oui, Des sur valeurs le marché financières. après, financier, valeur, oui. Certains systèmes qualifiés de REP volontaires ne remplissent pas les critères d'un véritable système REP. Et c'est ça qu'on a observé dans beaucoup de pays. On a un système sur le papier. hum, ces systèmes sont volontaires, mais finalement, euh, pour être honnête, ce ne sont pas des vrais systèmes. Aucun niveau de gouvernance. La REP, c'est, je pense, la dernière feuille pour la première partie. Euh, Intervient-elle, la REP? Généralement, les gouvernements nationaux. Ouais. Et c'est ça, on a un système par pays. Le niveau national est utile car la production et les importations sont également contrôlées au niveau national, c'est clair. Là, on a quelques exceptions. Je ne veux pas parler beaucoup trop de ça parce que au sein de temps, mais dans presque tous les contextes, un système de REP
obligatoire nécessite une base juridique, et c'est ça qui est important, une loi spécifiant les rôles et les responsabilités très, très claires. Il y a des discussions sur les possibilités de plusieurs systèmes REP internationaux, et ces discussions ne sont pas encore mûrées, ne produiront probablement pas des résultats tangibles dans un avenir très visible. C'est pas mal, mais si jamais, de notre point de vue, ces systèmes peuvent au mieux compléter le paysage de REP, le paysage de REP nationaux, mais ne rendront pas les systèmes nationaux inutiles. Euh, le mot-clé, c'est complémentaire. Voilà. C'était ça pour l'introduction, pour les faits essentiels. Je pense on a dit que on ne veut pas euh, discuter trop à ce niveau-là, mais peut-être il y a des questions de compréhension ou de... Oui, voilà. Sinon, je vais juste Oui, je crois que tu peux continuer. continuer. On va Oui, prendre les questions vers la fin. après. OK. Voilà. Deuxième partie. Principes et considérations pour la politique et la gouvernance. Je pense, on a déjà eu la question des coûts aux consommateurs, on a déjà eu des autres questions. J'espère que dans cette deuxième partie, je peux je peux donner des réponses. Je vais parler des définitions claires des responsabilités, parce que c'est ça qui est important. On voit ça dans la vie toujours que quand les responsabilités sont pas claires, ça va être très difficile. Fixation d'objectifs, c'est ça. Peter a aussi parlé de ça. Euh, euh, les objectifs qui, par exemple, 20, 30, 40% des déchets doivent être euh, collectés ou recyclés. Et puis, coordination des parties prenantes, transparence, vraiment, vraiment l'éléphant blanche. Euh, et puis, que la capacité du gouvernement est garantir une concurrence équitable là ou loyale, vraiment aussi important. Dans le cadre juridique, des définitions claires sont nécessaires. Il est très, très important de définir clairement le terme producteur. Il y a beaucoup de malentendus fréquents. Et c'est quoi le producteur? Dans la plupart des systèmes REP, les principales responsabilités incombent aux acteurs qui mettent le produit sur le marché, qui mettent des produits sur le marché pour la première fois. Et ces acteurs sont souvent appelés producteurs. Mais ainsi, la définition des producteurs dans le cadre de REP englobe les importateurs, mais pas les fabricants situés dans d'autres pays. C'est-à-dire, où, où est-ce qu'on peut commencer avec le système? Qui est obligé de faire quoi? Et là, euh, pour éviter des tels malentendus, il peut envisager d'utiliser le terme partie obligée. Comme ça, c'est très clair. Euh, par exemple, si c'est les producteurs ou c'est les importateurs, le mot juridique ou l'expression juridique partie obligée est beaucoup, beaucoup plus euh, euh, et meilleure au lieu de producteur. Il est très important que les responsabilités sont clairement attribuées. Qui est responsable de quoi? Le doublement des responsabilités doit être évité, hein, c'est clair. On a un exemple ici fictif, mais négatif aussi. Les producteurs, les importateurs, les grossistes doivent organiser et financer un système de collecte des déchets d'emballage. Qui, à la fin, sera tenu responsable en cas de non-conformité, hein? C'est pas clair. Qui, c'est, tout le monde doit faire tous, hein. C'est pas, c'est vraiment à éviter. Aussi, pour les définitions des responsabilités, les produits doivent également être clairement définis, y compris
les sous-groupes. On a des sous-groupes, on va voir à ça. Regardez un exemple à gauche, y compris les sous-groupes et les produits sous-sensibles d'être exclus, hein. Les définitions doivent refléter un champ d'application significatif. Par exemple, pour les emballages ici, il peut être raisonnable de se concentrer sur les types d'emballages qui aboutissent généralement dans les ménages privés, exclusion des emballages industriels. Voilà, à gauche, là, on a l'emballage industriel. C'est un exemple. On va pas avoir ça dans le scope, dans le champ d'application. Pour les emballages, l'accent peut être mis sur les types d'emballages les plus problématiques. Oui, ça fait de sens, hein. Faible valeur, non collectée, composite. Voilà. Dans ce exemple, c'est-à-dire, on va focaliser sur les emballages ménagers, emballages en plastique, mais un focus sur les matériaux composités. Pourquoi? Parce que ils sont les plus problématiques. Fixation des objectifs. Les objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation sont des éléments concentrants des systèmes de REP. Les objectifs peuvent comprendre mettre en place et exploiter un système de collecte séparé pour les types de déchets concernés. Séparé, atteindre un taux de collecte séparé de X,% de ce qui a été sur le marché par les parties obligées. Par les parties obligées, ça, c'est clair. On peut définir ça dans le cadre juridique. Atteindre des objectifs combinés de collecte, de recyclage et de valorisation de ce qui a été mis sur le marché par les parties obligées. Ça, c'est un exemple. Vous voyez un objectif de collecte minimum pour les emballages en plastique, par exemple rigides, ou des emballages en plastique. Et toujours, on a là un objectif de collecte minimum de 80% de ce qui a été mis sur le marché. Deuxièmement, un objectif de recyclage. Et là, on peut ouais, differentiate. On peut faire une différence entre les deux, 60% pour les emballages en plastique et 10% pour les emballages en plastique composités là. Et puis, même un objectif minimal de recyclage de valorisation énergétique à la fin, qui est même. C'est-à-dire, on a la possibilité de moduler les objectifs. Et là, à mon avis, cette feuille est aussi bien importante parce que les objectifs peuvent être échelonnés, c'est-à-dire dans le temps. C'est-à-dire, on ne doit pas faire tous au début. On peut développer les objectifs de temps en temps. Phase numéro 1, par exemple, dans l'année numéro 1 ou l'année 2, un rapport régulier sur les emballages mis sur le marché, ok, différencié en sous-types prédéfinis, et une collecte et gestion rationnelle on a dans cet exemple 40% des matériaux composites. Dans une phase numéro 2, les années 3, 4, aussi des rapports réguliers, mais aussi une collecte de gestion de rationnel de 60%. C'est-à-dire, on peut développer les objectifs de temps en temps. Et puis, etc., dans les années suivantes. La coordination des parties prenantes. Il est très, très nécessaire de consulter les parties prenantes et organiser des échanges répétés sur les décisions relatives à la REP. En anglais, on dit Stakeholder Consultation. Vous avez là, je pense que c'est aussi dans l'étude qui était mentionnée de Peter avant, on a les structures d'intérêt typiques, on a des citoyens. Qu'est-ce qu'ils veulent les citoyens et les consommateurs?
Bien sûr, des prix des produits abordables, pas d'augmentation des taxes, des redevances municipales et, c'est ça qui est important aussi, un environnement propre et sain. Voilà, comme ça, la communication claire sur le financement basé sur le REP est important euh, et aussi des améliorations tangibles. Les municipalités, bien sûr, les municipalités veulent des services municipaux solides avec des efforts et des coûts raisonnables. C'est-à-dire, on doit s'intégrer les municipalités dans les structures de REP. Gestion de déchets et recycleurs, ah oui, les companies, les, les, les affaires, davantage d'activités et de valeur ajoutée, bien sûr. Généralement en faveur de la REP, c'est ça. Dans beaucoup de cas, on voit que les, les entreprises sont vraiment ouvertes par rapport à la REP. Les collecteurs informels veulent rester en affaires. Ils veulent vivre. Aussi, ils veulent améliorer la situation. Ils doivent vraiment avoir un rôle dans une structure de REP pour pas perdre, pour vraiment intégrer des collecteurs informels. Euh, dans le monde des déchets électroniques, dans beaucoup de pays, c'est vraiment très, très important et on a beaucoup travaillé dans ce champ avec des partenaires. Et puis finalement, les producteurs, ils ont un intérêt de concurrence équitable, hein, concurrence loyale. En anglais, on dit leveled playing field. Sinon, disposer d'un couloir d'action fiable, non, ça c'est notre argument, pas de va-et-vient, back and forth dans les règles et les politiques. C'est vraiment important. Obligatoire pour tous les producteurs, règles et responsables clairs et finalement là, l'application se concentre sur les rescueurs. C'est quoi un rescueur? C'est un free rider en anglais, c'est-à-dire quelqu'un qui profite de quelque chose mais paye pas. Il paye pas et ouais. Cette feuille est vraiment très, très illustrative, à mon avis. Vous voyez beaucoup de chiffres, mais c'était une question qui est venue avant. C'est quoi, euh, oui, l'impact des prix sur les consommateurs? Et il y a un craint commun que la REP entraînera-t-elle une augmentation des prix? C'est comme ça. Là, vous voyez des différents matériaux matériel bouteille PET, vous voyez bouteilles en plastique, autres plastiques, plastique non recyclable et carton d'emballage liquide. Des différents objets, vraiment des objets, bouteilles de boisson en PET 2000 litres. Deuxièmement, pour une bouteille PET pour le détergent de nettoyage, poche de 2000 litres en low density polyéthylène pour le détergent recyclable, etc. On va commencer de lire ce table dans la façon suivante. Frais de REP par kilo. Pour une bouteille PET, par kilo de PET, on a un frais de 0,28 euros par kilo. C'est 28 centimes. C'est quoi le point de l'emballage examiné? Cette bouteille a seulement un point de 17 grammes. Ça veut dire la redevance de REP pour les emballages examinés par objet, par bouteille. Ah, c'est un demi-centime. Un demi-centime, ah, c'est pas trop, hein? Et puis, le prix de produit, quand je vais, ça dépend un petit peu, quand je vais à Bâle, juste à côté là, c'est pas 1,30 €, mais normalement, ça dépend. On peut acheter une bouteille de poisson pour 1,30 €. Je pense cette étude, ces chiffres sont de la France. Euh, et puis, un prix de produit avec des frais de REP inclus, c'est 1,30 € et un demi-centime. C'est-à-dire l'augmentation des prix de produits
par la bias de la redevance TREP, c'est 0,38%. Dans le deuxième cas, c'est 0,78%. Pour, par exemple, les détergents recyclables, c'est 0,2% augmentation des prix. Euh, c'est pour ça qu'on veut vraiment expliquer que l'impact sur les prix est là, mais beaucoup de fois, c'est marginal. La redistribution des coûts, c'est-à-dire plus de consommation, plus de coûts. Et c'est ça aussi qui est un peu équitable, hein. Ceux qui consomment ont aussi une responsabilité éthique, à mon point de vue, et à notre point de vue exactement. La transparence. La transparence est vraiment essentielle. Euh, Pourquoi? Parce que les systèmes de REP utilisent des fonds pour obtenir un résultat. Ouais, c'est l'argent provenant des producteurs qui a une raison pour une meilleure gestion des déchets. Les systèmes non transparents ouvrent la porte à une mauvaise utilisation des fonds. Les données relatives au REP doivent être rendues publiques. C'est ça vraiment important. Les volumes de produits mis sur le marché national par les parties obligées, quantité collectée, réutilisée, recyclée, valorisée par le système. Si ça, si toutes les choses sont pas transparentes, sont pas publiées, oh, ça va être difficile. Les données supplémentaires devraient-elles collectées et fournies aux autorités et aux auditeurs indépendants part de marché et volume des produits de chaque partie obligée, données d'entrée et de sortie de chaque collecteur et recycleur, données sur les flux de déchets et aussi des audits financiers des organisations de responsabilité des producteurs. C'est ça qui est aussi important. Capacité du gouvernement, les systèmes REP nécessitent une surveillance et contrôle de la part du gouvernement. C'est-à-dire, on a un département qui est responsable pour la euh, conformité. Et sinon, ça va être très difficile pour un système de REP à fonctionner. Le gouvernement joue un rôle très, très important dans le contrôle et l'application des systèmes de REP, notamment en vue de minimiser les possibilités de resquillage. On a parlé de ça avant, pour assurer que le traitement des déchets est effectué euh, conformément aux meilleures pratiques ou aussi sanctionner euh, les opérateurs qui ne respectent pas les règles. Les systèmes de REP qui ne bénéficient pas de l'attention des pouvoirs publics sont susceptibles d'échouer. C'est ça qui est vraiment notre message. Plus de complexité d'un système de REP est grande, plus la nécessité d'un contrôle administratif très important. C'est pour ça, on dit beaucoup de fois, keep it simple. euh, euh, En cas de capacité administrative limitée au niveau gouvernemental, un système de REP simple et robuste présente probablement des avantages. Simple et robuste. Quand c'est robuste. Quand c'est trop compliqué, oh, ça va être difficile aussi. Capacité du gouvernement, un exemple. euh, Aussi de l'étude, on a une autorité, organisation de la responsabilité de producteur et aussi des parties obligées numéro un. C'est là le Snack King ou le roi de snack. C'était une entreprise, je ne me rappelle pas où. Andreas, c'était le Snack King, c'était dans quel pays? Tu te rappelles? Non existent, c'est pas existe. Ah, ok, ok, c'est dans l'étude, mais c'est pas vrai. Ok, c'est un exemple illustratif. Partie obligée numéro 2, Food Queen.
c'est-à-dire un roi et aussi une reine. Et puis une partie numéro 3, obligé, mais un rescueur. Vous voyez que les données sur les volumes annuels d'emballage doivent marcher ou il faut qu'ils sont donnés des parties obligées à l'organisation de la responsabilité des producteurs et puis aux autorités. Et puis, si ça ne fonctionne pas avec, par exemple, la partie numéro 3, le contrôle de conformité des autorités peut fonctionner comme ça. Et c'est ça vraiment ce que vous voyez, nous voulons dire. Euh, il est important que les capacités d'application limitées soient utilisées pour capturer les rescueurs. Garantir une concurrence loyale, un level playing field, la REP peut être à l'origine de situations de concurrence déloyale à plusieurs égards. Lorsque les producteurs ne participent pas, par exemple, le cas dans un système volontaire, par exemple, avantage pour les rescueurs. Si on peut, si on ne paye pas, mais le nettoyage est fait, oh, mon business plan est beaucoup mieux, hein. En cas de création et d'utilisation abusive de monopole, par exemple dans le cas de OP monopolistique non transparent, on voit ça, on observe ça de temps en temps aussi, ou lorsque des producteurs de REP risquent de surcharger des petites entreprises, les SMI, Small Medium Enterprises. Euh, il y a des solutions potentielles. Numéro un, les mesures d'application et de réglementation mettent sur l'accent sur les rescueurs, comme on a vu. Un contrôle indépendant approfondi des organisations producteurs de responsabilité de monopolistique. Utilisation de divers OPR concurrents. C'est aussi très important. Et c'est pas... oh, ça peut être aussi difficile, mais finalement, on peut avoir une concurrence entre plusieurs OPR. Producteurs simplifiés ou exception pour les small and medium enterprises, des PME. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie et je vais finir maintenant avec 10 points de conclusion qui sont importants de notre point de vue. La REP est une approche politique qui rend les producteurs responsables de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, y compris au stade de la post-consommation. Deuxièmement, la REP est également appliquée aux produits générés de matière décentralisée, par exemple par les ménages, et qui doivent être traités séparément. Par exemple, les emballages, les produits électroniques, les pneus. Numéro 3, les systèmes de REP peuvent être différenciés en systèmes organisés par le gouvernement et en systèmes organisés par les producteurs. On a un modèle numéro 1, modèle numéro 2, où les producteurs, principalement par les intermédiaires des OPR, c'est le modèle numéro 2, organisent eux-mêmes la collecte et la gestion des déchets. Bien que certains systèmes sont qualifiés de REP volontaires, de notre point de vue, nombre d'entre eux ne remplissent pas les critères de véritables systèmes de REP. Les systèmes de REP fonctionnent généralement au niveau national et nécessitent un cadre législatif dans ce pays, dans le pays. Ce cadre doit comporter des définitions claires et une réparation précise de responsabilité. On a parlé de ça. L'efficacité de la REP dépend également des objectifs obligatoires et appliqués. C'est vraiment important d'avoir des cibles et de contrôler des cibles. Tous les systèmes de REP nécessitent un suivi permanent et de capacité administrative de la part du gouvernement ainsi que l'implication des parties prenantes.
Et finalement, la concentration du système doit garantir un niveau élevé de transparence et éviter la possibilité d'un comportement déloyal sur le marché. Et c'est ça le dernier point. Les systèmes de REP doivent également trouver des moyens appropriés pour intégrer les opérateurs du secteur informel, de ne pas oublier euh, ces gens. Merci beaucoup pour votre attention aussi pour m'avoir, entendre à mon français. Je sais, c'est pas parfait, mais j'espère que c'était bien pour tout le monde. Merci. Merci, Tobias. C'était très clair, c'était un aperçu énormément, enfin très détaillé, très pratique. Tu nous as donné presque un manuel, je dirais, manuel pour la REP et pour tous ceux qui veulent s'y mettre. Nous allons passer à la partie questions-réponses maintenant. Et voilà, je vous invite à poser vos questions en live. Je vois que Madame Loubna, elle aimerait intervenir. Mais encore une fois, donc si vous voulez poser une question, vous devriez juste cliquer sur le bouton où il y a la main, où il y a marqué Raise. Et après, je vous donne la parole. Je crois que c'était Loubna en premier. Vous êtes toujours là? Oui, Bonjour. bonjour. Bonjour, je suis Louna Abed, chef de service valorisation des déchets non dangereux au ministère Développement durable, Transition énergétique du Maroc. Donc, je vous remercie d'abord pour ce webinaire très intéressant. Et surtout qu'au Maroc, on est en train donc, de monter le système REP pour le mettre en place. Donc, ma question est pour Monsieur Tobias Sauter. Vous avez parlé de la nécessité d'intégration du secteur informel. Et comme vous savez, ici au Maroc, le secteur informel est très développé pour le tri des déchets donc, à valoriser. Et ma question, comment on peut intégrer ce secteur dans le système REP et à quel niveau? Merci. Oui, merci pour cette question. Et c'est une très, très bonne question qui est très, très importante de notre point de vue. Souvent, on observe que le secteur informel travaille en matière au travail très efficacement, très efficacement. C'est-à-dire des gens qui marchent de la porte à une autre porte ou qui sont dans le paysage, qui collectent en fait des produits, des déchets aussi. Euh, s- euh, s- s- Là, le secteur informel peut être très efficace quand on a des incentives. C'est-à-dire, si on a un système, par exemple, si on va donner 1 euro par kilo, ou je ne sais pas, 50 centimes par kilo de, euh, de e-waste, des déchets électroniques, par exemple, ou aussi des autres types, euh, à la fin, ces gens vont collecter en matière très efficace et aussi très bonne. Ils vont pas faire ça gratuitement. C'est-à-dire, euh, il faut que on a un incentive, et financier, on prend un peu d'argent, ou pas seulement un peu, hein, on prend d'argent et pour donner ou pour payer la nettoyage ou la collecte. C'est ça c'est ça une possibilité un- de, de include, includer, je sais pas, des, du secteur informel. J'espère que c'était compréhensible. Si je peux résumer, donc il est très important Oui, qu'ils aient accès à un appui financier pour leurs services et que c'est de oui, cette façon-là qu'ils exactement. peuvent être intégrés dans le système et voilà, donc être payés pour le travail qu'ils font, si je peux résumer, Tobias. Oui.
Si je peux juste vérifier, Exactement. Peter, si tu voulais réagir à la Valérie, question de Madame Loubna? Oui, allez-y. oui, tout à fait. Merci, merci Valérie. Et merci, c'est une excellente question, évidemment, et une problématique qu'on retrouve dans beaucoup de pays émergents. Euh, on a dans dans les lignes directrices sur la REP de l'OCDE, on a un chapitre entier qui est dédié à à ce sujet. J'en résume très brièvement les principales conclusions. C'est-à-dire que déjà, il faut différencier en fait les opérateurs du secteur informel qui sont investis dans la collecte de ceux qui sont investis dans la récupération, dans le recyclage, si vous voulez, dans les opérations de recyclage et donc de transformation finalement des déchets en matière secondaire. Pour les premiers, la collecte, effectivement, c'est globalement très positif et ça peut permettre une collecte séparée à faible coût. Pour les seconds, il y a des pratiques très nuisibles pour l'environnement et donc on souhaiterait plutôt que ces opérations n'aient pas lieu et qu'elles soient faites en fait dans le cadre du secteur formel plutôt. Deuxièmement, la problématique du secteur informel, c'est qu'il est informel. Et donc, ça veut dire quand même souvent qu'on ne connaît pas très bien qui est-ce qui opère, qui est-ce qui travaille dans ce secteur. Typiquement, on n'a pas suffisamment d'informations ni au niveau des pouvoirs publics, ni au niveau d'ailleurs des éco-organismes pour correctement travailler avec le secteur informel. Il faut donc trouver un moyen de formaliser quelque part ces opérateurs. Et il y a des exemples assez intéressants d'une approche qui est utilisée surtout en Amérique latine, où on encourage les waste pickers, les resquilleurs, à s'organiser en coopérative. Et donc la coopérative elle-même, évidemment, elle fera partie du secteur privé, elle sera une personne juridique, etc., avec laquelle on peut contracter, engager des contrats formels. Et au Brésil, par exemple, ces coopératives euh, peuvent en fait euh, les entreprises municipales peuvent entrer euh, faire des achats sans passer par un appel d'offres. Et donc, ils peuvent prioriser l'acquisition de services à travers ces coopératives sans passer par des procédures de marché. Donc, c'est un moyen assez concret qui n'est pas non plus parfait, hein. Je ne dis pas que c'est parfait, et c'est vraiment très compliqué et ça prend aussi du temps. Mais voilà, donc l'objectif devrait être de formaliser le secteur informel graduellement et de les inclure de cette manière dans la REP. Et évidemment, la rémunération qu'a mentionné Tobias est très importante aussi. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste suivre l'ordre chronologique. Donc, je vais passer la parole à Inoussa Deyouba Ouedraogo, si vous êtes là. Oui, merci beaucoup. Merci. Ok. Je voudrais remercier les organisateurs pour ce très bon webinaire. On a beaucoup appris. C'est très, très instructif. En tout cas, ça fait partie de mes meilleurs webinaires. Donc, félicitations. Merci aussi d'avoir répondu à mes premières questions que j'avais mises dans le chat. Quelques petits aspects encore que je voudrais couvrir. J'ai vu que le partenariat mondial pour la REP a mis en place il y a un pool d'experts internationaux. Donc, je voudrais voir comment nos pays peuvent bénéficier justement de l'assistance technique de ce pool d'experts. Donc, nous appuyons, je suis de la SFI et nous appuyons le gouvernement de Côte d'Ivoire, par exemple, dans la mise en place de la REP. Mais il y a une demande de plus en plus croissante au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour la gestion des déchets d'une manière générale, pour l'introduction de la REP et donc
comment aider les gouvernements à avancer sur cet agenda. Donc, je voulais voir comment on peut solliciter l'appui de ce pool d'experts internationaux. La question du rôle de l'État dans la REP est revenue. Je voudrais peut-être... on est tous d'accord qu'une REP ne peut pas avoir de la réussite sans la participation de l'État. Cependant, quand je me retourne, je regarde les expériences dans la région, au moins dans notre région Afrique de l'Ouest, les REP qui ont commencé, donc organisées par l'État, n'ont pas encore démontré de l'efficacité. Je sais qu'il y en a eu au Ghana, il y en a au Nigeria, il y en a un peu ailleurs, mais nous n'avons pas encore vu de l'impact de ces REP-là. En Côte d'Ivoire, nous avons essayé une approche différente, un système de REP organisé par le secteur privé lui-même, mais qui a demandé l'appui de l'État, qui va certainement jouer un grand rôle en termes de régulateur, parce qu'il faut qu'il y ait un cadre légal et réglementaire, mais aussi un rôle de contrôle, n'est-ce pas, au niveau des conformités et tout. Donc, nous pensons qu'un partenariat entre l'État et le secteur privé peut être un modèle qui peut faire la différence. Parce qu'on sait aussi que quand l'État intervient beaucoup, on peut commencer à mettre des taxes, etc. Ça peut alourdir le système. Donc, voilà, c'est pour que dans nos interventions, on présente aussi des modèles qui ont beaucoup marché en Europe ou ailleurs et qui peuvent aussi être adaptés à notre contexte. Je sais aussi que la question des données, c'est une question importante dans la réussite de la REP. Je ne sais pas, c'est malheureusement un grand défi chez nous, en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous avez des suggestions de comment on doit adresser cette question des données. Parce que pour contribuer, il faut d'abord savoir combien j'ai mis sur le marché, etc., pour pouvoir estimer mes contributions. Donc, voilà un peu quelques réactions. Et en tout cas, grand merci encore. Merci. Merci à vous, merci pour ces observations ivoiriennes. Je vais passer la parole à Tobias qui aimerait répondre. Oui, merci aussi pour la question, particulièrement la dernière question des données. De notre point de vue, oui, les données sont importantes, mais aussi les données peuvent être un obstacle, peuvent être quelque chose de « oh, on n'a pas de données, on ne peut pas commencer ». Toujours les données, parce que on a un secteur informel, les données sont des estimations. Et aussi, on peut estimer les quantités, les volumes, mais on peut aussi commencer avec un pilote, on peut commencer avec le système pas à pas, comme on a dit avant, avec un objectif, avec quelque chose de robuste, de focalisé sur, par exemple, comme on a dit, j'ai des emballages compostés, etc., etc. Très simple, très robuste, avec les problèmes les plus grands, plus pressés. Et là, je pourrais dire les données sont, pour commencer, pas trop importantes. Oui. Quand vous commencez avec un pilote, avec un produit, ou avec une fonction, qu'on a dit, en fonction des produits, il y a plusieurs possibilités. Les données euh, vont créer aussi. Et c'est pour ça, je veux vraiment engager, je veux vraiment dire, euh, essayer de commencer avec quelque chose de simple, robuste, et les données vont venir avec le travail. J'espère que ça, c'était Oui. compréhensible aussi. Oui, donc il faut commencer quelque part, établir des projets pilotes, commencer peut-être à une échelle assez réduite et après, de temps en temps, enfin, au fur et à mesure, construire les données aussi.
si je peux résumer. Super. Merci beaucoup de cette question et de votre observation, encore une fois. Je crois qu'on va passer maintenant du Côte d'Ivoire en Tunisie, si je ne me trompe pas, avec Sofiane Soussi de Langette. Vous êtes là? Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous arrivez à entendre ma voix? C'est parfait? Parfait. Donc, d'abord, un grand merci à l'équipe qui a fait son intervention. Je vous ai suivi pendant l'année 2024. Maintenant, on parle en français, je ne le savais pas. C'est une bonne nouvelle pour moi. Donc, alors, la présentation de Peter et surtout de Tobias est très importante pour nous, la Tunisie, parce que notre système de REP date de 1997. C'est un système obligatoire, certes, mais il faut dire qu'on a fait exactement le contraire et les recommandations de ne pas faire de Tobias. C'est-à-dire, il a dit que l'État ne doit pas gérer la REP, on a fait gérer la REP par l'État. L'État ne doit pas collecter les fonds et doit laisser cette mission au privé. On a fait la collecte à travers les écotaxes. Certes, il faut dire qu'économiquement et comme levier financier, c'est très important d'avoir les fonds au début. Ça, c'est vraiment un grand truc qui aide un peu l'État à gérer un peu les dépenses liées aux déchets. Mais ça a un inconvénient majeur, c'est qu'on ne peut pas appliquer la REP et notamment l'éco-conception. Comment on va bonifier quelqu'un qui a déjà payé? Donc, maintenant, et la Tunisie vraiment est un cas d'école pour la zone Afrique, c'est-à-dire ne faites pas tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire essayez un peu de suivre, parce que certains pays essayent un peu de suivre l'exemple de la Tunisie. C'est vrai que c'est un exemple à suivre dans certaines mesures, mais nous, on veut l'améliorer, c'est-à-dire qu'on veut restaurer la responsabilité au producteur, mais le producteur nous dit, j'ai déjà payé. Donc, on a lancé des études, on a lancé des tentatives pour que le système soit remis sur les rails à nouveau. Donc, et là, il faut dire que c'est comme si on recommençait la REP en 2024 ou 2023. Et vous voyez que ce ne sont plus les mêmes conditions. Maintenant, il y a le secteur informel, il y a des collecteurs privés, il y a des sociétés de recyclage, il y a tout un système qui fonctionne, que ce soit de manière formelle ou de manière informelle. Et là, on doit intercaler, on doit imbriquer un système sur un autre pour trouver des solutions. Donc, mes grandes questions, je ne demande pas des réponses miracles aux experts, mais c'est vrai que ces réponses restent toujours d'actualité. Comment faire pour faire machine arrière et faire remettre le système public au privé? Comment faire pour la manne d'argent, sachant que l'État l'utilise pour d'autres objectifs environnement, et ça couvre vraiment, par exemple pour le cas de la Tunisie, ça couvre la mise en décharge. Donc, c'est très important de savoir ce que fait le produit financier de la REP en Tunisie. Et bien sûr, comment convaincre les pouvoirs publics et les grands décideurs que la solution, c'est la REP. Moi, je suis personnellement convaincu, mais je ne pense pas qu'un grand décideur puisse être convaincu alors qu'il voit un peu ce que fait le financement de ce système, c'est-à-dire ce qu'il peut faire. Donc, on est vraiment dans une situation très difficile. On a trouvé des moitié solutions, c'est-à-dire on a dit que voilà, c'est un système public, on va le vendre au privé et remettre l'argent du public au système privé, ce qu'on appelle des systèmes de partenariat public-privé et de concession. Ça, c'est l'une des solutions proposées. On a pensé à créer des REP indépendantes pour des systèmes qui ne sont pas couverts par la REP. C'est-à-dire que, vous savez, dans un système informel, c'est très important de mentionner le fait que les collecteurs informels ne collectent que les produits
qui sont rentables. C'est Tobias qui l'a dit et je le confirme. C'est-à-dire que la brique de lait de Tetra Pak n'est pas collectée, alors qu'il y a de la valeur derrière. Mais ils font ça juste pour l'export parce qu'il y a des pays qui sont disposés à prendre ces tonnes de déchets en PET. Vous savez que c'est une main ces sociétés indépendantes. Donc, j'ai voulu aussi attirer votre attention sur l'importance du registre. Vous en avez fait une petite allusion, mais le registre, oui, dans le cas des pays comme la Tunisie, le registre doit être tenu par l'État, parce que c'est le seul garant pour qu'il n'y ait pas fuite d'informations entre concurrents. Voilà, je vous remercie beaucoup et merci beaucoup pour ceux qui ont fait l'effort de parler en français. Voilà. Merci à vous, merci pour votre sens de l'humour aussi, le sens de l'humour tunisien que je connais bien. Shukran jazilan, merci beaucoup. Et je passe peut-être la parole à Peter pour une brève réaction. Ensuite à Nadir Sinassur qui a aussi levé la main. Mais Peter, d'abord à toi. Oui, merci beaucoup pour ce commentaire, Sofiane. Je n'étais pas au courant de la situation en Tunisie. J'ai appris beaucoup de choses grâce à votre commentaire et effectivement, je vois toute la difficulté de revenir en arrière lorsqu'on a introduit quelque part quelque chose qui s'apparente plus à une taxe. Qui est prélevé, j'imagine, auprès des producteurs, et donc que eux pensent qu'ils payent déjà pour ces services, et que ils sont sans doute réticents à se voir imposer de nouveaux coûts, des coûts supplémentaires. Euh, et donc, effectivement, vous êtes sans doute obligé de tout remettre à plat. Il y a des intérêts qui sont constitués, des marchés qui se sont constitués, des acteurs de marché qui se sont établis. Et on se voit, enfin, voyez sans doute obligé de bousculer tout ça. Donc, je pense que les transitions sont jamais faciles. Et d'ailleurs aussi dans le commentaire précédent du collègue de la Côte d'Ivoire, euh, c'était la même question: comment fait-on pour arriver à ce que ces systèmes fonctionnent? Euh, En Europe de l'Ouest et dans d'autres pays de l'OCDE, nous avons fait l'expérience que la mise en œuvre de la REP, ça requiert beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Parfois, pour réellement arriver à l'échelle, il faut entre 5 et 10 ans. Y compris dans le traitement de sujets comme les passagers clandestins, le free riding, etc., qui sont éminemment difficilement adressables, enfin difficiles à contrôler. Et même aujourd'hui encore, dans les pays les plus avancés, il existe des problèmes de passagers clandestins. On a 10% du marché qui n'est pas capté, enfin des metteurs en marché qui sont pas captés par le système, parfois plus, parce qu'on a aussi des ventes en ligne, etc. Donc voilà, vous avez toute ma sympathie pour la difficulté que vous rencontrez. Je pense là, une fois de plus, c'est un processus. Il faut établir une feuille de route, que ce soit bien clair pour toutes les parties prenantes, la direction dans laquelle on va aller. Peut-être qu'il faut quelque part une double redevance ou une double taxation pendant un moment, mais avec un phase-out à un certain moment qu'on devrait promettre dans la feuille de route. Mais au final, je pense que les acteurs de marché devraient en général être sympathiques à l'idée que l'État se mette en retrait de la REP.
car au final, les acteurs de marché auront un contrôle plus important sur les coûts, et vont pouvoir maîtriser les coûts en fait plus facilement qu'aujourd'hui. Voilà, donc je pense que voilà, voilà ma réaction. J'ai pas de grand-chose de plus à dire parce que je connais pas assez en détail la situation en Tunisie et je vais laisser Tobias peut-être compléter. Ah oui, moi non, mais moi je connais pas le système moi-même non plus, mais aussi je voudrais dire quand vous avez commencé en 1910, non, 17, oui, oui, vous avez déjà 97. 17, oui, vous avez déjà même du cadre juridique, vous avez ouais. Aussi, j'ai compris qu'il faut qu'on a une transition, mais aussi peut-être vous pouvez transformer ce système, pas au niveau de 100%, mais de pas à pas, avec, comme Peter a dit, avec une feuille de route, de concentrer sur, je sais pas, des emballages plastiques là, et puis pour réaliser une transition pas à pas et pas une réforme tout à coup, hein. Mais peut-être ouais, c'est tout que je pense de ça. Super, merci beaucoup. On va prendre quelques minutes en plus. Si vous pouvez, et je passe la parole à Nadir Sinasser, si vous êtes là. Oui, vous m'entendez? Oui, Bonjour, je suis président d'une association non gouvernementale qui s'appelle Zero Waste Kherat au niveau du Maroc. Et nous, on est bien sûr très impliqués sur le côté pratique des choses et je voulais vous remercier pour l'approche pratique qui arrivera. Le but, nous, c'est d'arriver le plus rapidement possible à implémenter un système qui éviterait que les plastiques et les microplastiques arrivent en mer. Donc, nous, on est d'accord sur le concept de la REP et de l'installer. Et bien sûr, on est conscient que ça va prendre beaucoup de temps parce qu'on est encore déjà dans la mise en place de la loi. On n'a pas encore mis la loi et l'application. Je voulais votre avis sur le fait de mettre en place la consigne de Deposit Refund Scheme, qui marche très facilement et qui aujourd'hui est imposée en Espagne, j'ai vu dernièrement, même pour le Tetra Pak. Et est-ce que vous considérez que la consigne fait partie de la REP ou c'est un système à part qui nous ramènerait rapidement à mettre de la valeur sur tous les déchets qu'on nous retrouve sur les plages, et donc on pourrait rapidement arriver à cette problématique. Le deuxième point, je voulais juste revenir sur le point de l'informel. Il est facile de voir que dans certains pays, par exemple au Brésil, il y a des coopératives, il y a des systèmes qui marchent pour mettre l'informel, pour l'organiser, mais c'est pas réplicable obligatoirement, c'est pas adaptable à un pays comme le Maroc, où par exemple le fait d'avoir des coopératives ou des fédérations n'est pas toujours très transparent et aussi on voit que le travailleur informel à la base est plus auto-entrepreneur que rentrer dans une coopérative ou dans une fédération et donc on a des coquilles vides des fois. Mais c'était juste un deuxième point. Vraiment le point le plus important c'est par rapport à la consigne. Merci. merci beaucoup. Je vais passer la parole à Tobias, vu que Peter Oui. a dû nous quitter, malheureusement. Tobias, vas-y. Oui, la consigne, pour Andreas, la consigne, c'est Pfand en allemand. C'est un système qui est vraiment, oui, ouais, et une interprétation ou un modèle aussi de EPR qui a fonctionné dans quelques secteurs, mais ça a aussi des limites. Moi, j'ai pas trop étudié les consignes ici. Peut-être Andreas a quelque chose à dire par rapport euh, 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 ceux qui fonctionnent et ceux qui fonctionnent pas. Mais généralement, le consigne, par exemple ici en Allemagne, quand j'achète une bouteille PET, il faut que moi, je suis le consommateur, dois payer le consigne et puis quand je rentre, ou même quelque chose de secteur informel ici en Europe, hein, redonne les bouteilles, l'argent est redistribué. Ça fonctionne, je pense, pas mal au niveau de collecte, mais là aussi, on a des difficultés
en Allemagne avec ouais, au niveau de, je sais pas, de concurrence entre les ORP et tout ça. Maybe Andreas, you have some ideas about the German fund system. Maybe you can say it in English. Yes, j'ai Yeah. compris. But excuse, I have to answer in English, so please translate. So a depository fund system is for bottles only, not for all packaging types. So we have a limited scope, first of all. Then it's very effective in terms of collection rates. This was said, but it's also more complicated as it looks, particularly because there must be a financial balancing in the back. So if there is a retail shop that gets more bottles back as they sell, they pay out deposit systems and of course they want the money back. So there need to be a financial system in the background balancing this out. And this is very complex. So keep in mind, yes, it's efficient, but only limited for one certain packaging type, beverage bottles. And then it's very complicated, more complicated than just these nice vending machines. In the spec, you need a trustful system managing money with a lot of players involved. So yes, it's an option, but as usual, it comes with difficulties. Merci Andreas. Je traduis très rapidement. Donc, Andreas a parlé du système de consigne qui existe en Allemagne et qui est là uniquement pour les bouteilles en plastique, si j'ai bien compris. Donc, c'est assez important de nuancer sur cet aspect-là. Il a dit que le système d'Allemagne est assez efficace, mais en même temps est compliqué, surtout au niveau des finances, car il faut garantir une distribution équitable de ces finances. Il faut assurer à chaque fois que chaque acteur reçoive exactement ce qu'il devrait recevoir en vue des volumes qu'il a collectés. Et c'est cet aspect-là dans un système où il y a beaucoup d'acteurs qui est assez difficile à gérer. Je vois que voilà, on est à la fin, désolé, de cette session. Donc, je vais surtout vous remercier là pour votre attention, pour vos questions. Et restez en contact avec nous. On a notre site Global Action Partnership for EPR. Vous pouvez voir le lien là sur le slide. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie encore une fois. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.